Bonjour. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, joyeux Noël. Joyeux Noël, Thérèse. Joyeux Noël, Michel. Donc là, tu m'as coupé par vengeance. Voilà, coupé de l'écran. C'est comme ça que je voulais faire. Bon, Restream change tous les jours de fonctionnalité. Donc, on est super content d'être parmi les premiers à utiliser l'outil. Enfin, les premiers, La nouvelle version. Mais alors, ça change toutes les semaines. Donc, on est désolé. Mais c'est vachement bien parce qu'on peut avoir tout le monde à l'écran là. Ce soir, ce qu'on ne pouvait pas faire la semaine dernière, donc c'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'on a récupéré notre dernière CEO qui vient d'arriver et qu'on croyait avoir perdu. Donc, sueur supplémentaire sur mon crâne rouge, parce qu'on est dans un thème de Noël, spécial Sista. Donc, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'hommes ce soir. En fait, non, c'est comme à la maison avec mes 4 filles et ma femme. Mais bon, bref, donc ça ne changera pas. On ne voulait pas avoir 3 femmes CEO pour quand même un petit peu donner un peu l'appareil. Enfin, on avait dit la vengeance. C'est pour ça que je parle beaucoup, en fait, pour être paritaire. Mais finalement, on a 3 femmes CEO et on est très contents. Voilà. Exactement. Je vais te laisser rappeler un tout petit peu le partenariat et puis le principe. Et puis après, en donnant la parole à toutes ces personnes qui sont venues nous voir ce soir, qui sont sans qui rien ne serait possible et sans qui ce ne serait pas Noël. D'accord. Et bonjour à toutes, je suis ravie qu'on puisse faire cette pitch battle spéciale Noël, spéciale Sista. Effectivement, grâce à Simon Davla depuis la première édition, Sista a été dans les coulisses puisque à chaque fois il y avait toujours un petit mot pour vous. Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir. Et du coup, je vais donner quand même la parole avant de rappeler les règles de la pitch battle à la CEO de Sista, voilà, qui vient tout juste de commencer, qui va nous rappeler qui est Sista, qui elle est, qui est Sista et pourquoi ce partenariat ce soir. Bonsoir pour l'information. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. On est absolument ravie d'être là avec vous ce soir. Donc, je m'appelle Déborah Lay, je suis CEO en effet de Sista. Non, mais comme ça, une spéciale Noël, j'ai fait une petite liste pour le Père Noël au cas où il est là parmi nous. Donc, je lui demandais plus de femmes qui ont envie de créer des startups, plus de fonds pour les femmes entrepreneurs et puis 2-3 licornes en France l'année prochaine, créée par des femmes. Voilà, ni plus ni moins. Au cas où le Père Noël serait confiné en Laponie, parce que au rythme où les choses vont, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Vous inquiétez pas, tous ces souhaits pourront être exaucés par Sista. C'est pour ça qu'on existe un peu plus sérieusement. Donc Sista, ça a été créé il y a 2 ans par des femmes entrepreneurs, notamment Céline Lazarte et Tatiana Jama, qui œuvrent depuis pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech et qu'elles soient mieux financées. On a énormément de projets pour 2021, des projets d'accompagnement de femmes entrepreneurs, de femmes investisseurs, d'accompagnement des fonds vers plus de mixité. Il y a juste un message que j'avais envie de vous faire passer en fait ce soir à vous qui êtes là et qui êtes donc probablement acquis à la cause, c'est que moi je suis absolument convaincue qu'on peut y arriver si on se met tous à combattre ce problème du manque de femmes dans la tech. Sista est là pour vous donner en fait les outils pour y arriver, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre nos actions et à nous contacter si vous avez des doutes sur comment mixifier cette technologie. Merci beaucoup à Light Me Up pour ce partenariat. On est ravis de faire cette pitch battle avec vous ce soir. Et puis, bonne fête à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Déborah. Merci pour ta liste au Père Noël. J'espère qu'il t'a entendu. En tout cas, nous, on a bien pris note. Donc, les rappels des règles. Donc, ce soir, déjà, on accueille Raphaël Martin-Neuville. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter grâce à Sista, grâce à Sista, bien sûr, en quelques mots.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Raphaël. Je suis investisseur en capital risque chez Aster. Aster, on investit dans des entreprises jeunes, plutôt seed ou série A, à travers l'Europe, les États-Unis et Israël, qui transforment la manière dont les gens se déplacent, travaillent les uns avec les autres, dont les industries design et manufacturent des produits. Je suis en plus d'être investisseur très engagé dans l'association Sista, et je suis absolument ravie de ce partenariat et d'être là ce soir avec vous. Merci beaucoup, Raphaël. Maintenant, on va accueillir Isabelle, qui sera notre deuxième jurée ce soir. Bonsoir, Isabelle. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Isabelle, donc je suis partenaire chez Brega. On est un fonds également de Seed Serie A qui investissons de façon assez globale, soit en fintech, insurtech, soit en France, plutôt dans des boîtes un peu deep tech. Voilà. Et en plus d'être impliquée dans Sista, je fais pas mal de mentoring féminin et c'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc, je remercie Sista et Light Me Up d'organiser cette session de pitch battle ce soir. Et j'ai hâte de voir les pitchs. Merci beaucoup. Hop, on va reprendre la suite. Nash, est-ce que tu peux présenter peut-être les startups qui pitchent ce soir ? Pas du tout. Ok. C'est toi qui vas rappeler les règles du jeu. Ah oui, tu veux que je rappelle les règles du jeu ? Effectivement. Alors, les règles du jeu, c'est simple. Chaque startup a entre 5 et 7 minutes pour pitcher. Il y aura un buzzer. On doit vous couper. Alors, même si c'est Noël, s'il vous plaît, ne dépassez pas les 7 minutes. C'est vraiment dur pour nous de devoir vous dire qu'il faut arrêter. Et ensuite, on écoutera donc les questions de Raphaël et d'Isabelle et aussi les feedbacks, puisque ces pitch battles ont pour objectif, certes, de bien comprendre votre projet, mais surtout de vous donner des conseils et de donner des conseils aussi à tous les start-upers qui nous suivent pour mieux réussir vos prochains pitchs et peut-être réussir à lever les fonds que vous recherchez. Voilà, et donc ce soir, comme je disais tout à l'heure, c'est 3 femmes CEO qui viennent nous présenter leurs projets. On n'est pas dans des thématiques, mais on a presque une thématique parce qu'il y a des sujets liés à l'éducation et à l'enfance, mais il y a aussi des sujets de biotech. Et on va commencer par la biotech et on va donc commencer par Ying Shao qui va nous présenter Plantic. On enchaînera ensuite avec Perrine Legal qui va nous présenter Coloris. Et on terminera avec Aude Guénaud pour Plume. Voilà. Trop vite. Alors je fais trop vite, donc c'est d'abord. Merci. Ensuite Perrine. Voilà. Excuse-moi. Enfin, Aude. Voilà, comme ça, tout le monde voit tout le monde. Et donc, comme ça, Ying, tu as eu le temps de te préparer, éventuellement de préparer ton écran à partager. Je te donne la parole. Ok, je vais partager donc mon écran. Ouais. Génial. C'est super. Donc, ça fonctionne. Vous voyez ? On le voit, on va le mettre en plein écran. Je le mets en spotlight. Oui. Voilà. C'est parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous. Et ce soir, je fais aussi un exercice pour faire mon pitch en français. C'était pas de l'habitude, donc voilà. Je commence donc Plantic Biosciences. On développe les nouvelles technologies de sélection végétale afin d'accélérer le processus de création d'une nouvelle plante industrielle. Et pourquoi c'est un sujet important ? Parce que tout d'abord, les plantes sont vraiment impactées par le changement climatique. Il n'y a pas de secret, à 3 degrés à peu près, la plupart des plantes s'arrêtent la production, ce qui est très grave. Il y a un impact ainsi sur la production alimentaire. On ne produit pas assez. La moitié, to be exact. Et si on continue avec la production actuelle, on aura plus de gens affamés à 2050 qu'aujourd'hui. Ce qui est peut-être une grande surprise pour la plupart des gens, mais ça c'est. Sur l'autre côté, on a beaucoup plus de restrictions alimentaires et aussi des défis physiques et mentaux. Tout ça, il y a une implication et sur comment on produit les nouvelles plantes et on peut s'aider avec les plantes. Tout ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas attendre pour s'innover dans la manière dont on fait la sélection végétale, parce que c'est un processus qui est très très long, qui est inefficace et qui est très coûteux. Et nous, on est là vraiment pour créer les nouvelles technologies afin d'accélérer ce processus. Donc, comme je disais, le but, c'est vraiment d'accélérer. On veut créer une nouvelle variété industrielle jusqu'à 10 fois plus rapidement, comparé aux techniques classiques, par exemple le croisement, comme on dit, crossbreeding. Comment on le fait ?
Donc, sur la technologie, on est en train de créer une plateforme de découverte génétique pour les plantes. Ça veut dire, en fait, on va regarder quels sont les gènes qui sont responsables pour les traits ou les phénotypes, comme on dit, chez les plantes. C'est comme on établit pour les humains la même manière. Donc, ça, c'est une plateforme vraiment basée sur machine learning, par exemple. Ensuite, quand on trouve ces cibles, on va appliquer une technique d'édition de gènes qui est assez spécifique pour être beaucoup plus précis et d'ailleurs non OGM dans beaucoup plus de pays. Ensuite, la dernière étape, c'est de faire une sélection accélérée dans un setting vraiment contrôlé pour pouvoir comprendre comment on fait pour créer un environnement parfait pour en plus accélérer ce processus. Donc, comme ça, on crée la nouvelle variété. Très rapidement, on regarde la plateforme. Par exemple, aujourd'hui, on a créé cette plateforme modélisée sur une plante, mais on peut, en fait, les cibles sont vraiment partagées par beaucoup plus de plantes. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer par une plante, ensuite d'aller sur beaucoup plus d'autres options qui pourraient être intéressantes. Sur l'édition de gènes, donc, très rapidement, c'est une méthode qui est basée sur CRISPR. Vous avez sûrement entendu parler de CRISPR-Cas9. Il faut savoir que les méthodes ne sont pas créées de manière égale. Ça veut dire, en fait, nous, on travaille sur une technique. On pense que ça va être le futur de l'édition de gènes dans les années à venir. Donc ici, on montre en fait avec la technique, on a une plante qui s'arrête pratiquement à pousser à 27 degrés et avec cette nouvelle technologie, on a réussi à garder la même production de la plante dans une température beaucoup plus élevée. Donc, grande surprise, on va commencer avec la plante Cannabis sativa. Donc, on parle du chanvre industriel en fait, c'est de la même famille. Et pourquoi cette plante? Parce que d'abord, cette plante, on a arrêté de regarder les génétiques pendant presque un siècle pour les raisons de réglementation. Et du coup, aujourd'hui, on compte moins de 5% de variétés qu'on peut choisir si on compare avec les tomates, par exemple. Donc, il y a un grand manque. Et ça veut dire on a plein de problèmes avec la plante. Les génétiques ne sont pas stables. Ça veut dire si on a des plantes qui viennent en fait de la même batch, mais en fait ils vont pousser assez différemment. Ensuite, on a le problème avec la molécule THC qui a la molécule psychoactive. Et si on veut obtenir les spécifiques phénotypes ou un mix de ces phénotypes, on va compter 10 ans ou plus long pour les obtenir avec les techniques classiques. Ensuite, pourquoi cette plante? Aussi parce que les marchés s'ouvrent. On regarde beaucoup d'applications différentes de cette plante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la partie thérapeutique, mais demain, en fait, c'est un matériel qui est juste excellent pour créer la bioplastique, pour créer la biocarburant et beaucoup d'autres applications. Donc, ce manque crée vraiment une opportunité parce que les marchés, en fait, s'ouvrent. Donc, nous, on est là pour saisir cette opportunité. C'est pour ça qu'on regarde les deux premières variétés qu'on veut créer. La première, c'est vraiment une variété qui n'a pas de THC, donc qui n'a pas de cette molécule psychoactive, parce qu'on pense que sur le long terme, il y a pas mal de secteurs qui n'ont pas besoin de cette molécule THC, par exemple nutrition ou le développement durable. Pourquoi on aura besoin de cette molécule qui pose des problèmes? Voilà. Et deuxièmement, c'est une plante qui va pousser beaucoup plus rapidement qu'une plante typique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'abord, on peut créer une plante qui est de rotation pour l'hiver, par exemple, pour créer plus de valeur. Et ensuite, pour la même production à l'intérieur, on pourrait avoir plus de production pendant une année si les plantes poussent plus rapidement. Et on pense que si on arrive à faire ça, on pose vraiment une nouvelle standard dans l'industrie. Donc, tout le monde veut en fait changer leurs plantes de cette manière. Donc, c'est pour ça qu'on veut lancer les deux variétés d'abord.
très rapidement sur le business model classique. Donc, on voit 3 parties. La première partie, le plus petit, c'est vraiment parce qu'on a la plateforme, on commence à faire la découverte génétique pour le chanvre, mais aussi on commence à recevoir des intérêts pour les autres plantes. Ça, on garde pour apprendre en fait le marché et comment les nouveaux besoins change avec le temps. Deuxième partie, le jaune, c'est la classique avec la licence. Donc, ça veut dire on va créer une variété vraiment sur mesure pour des producteurs. Et troisièmement, qu'on voit avec le scale-up, c'est vraiment quand on crée des variétés, on va commencer à vendre les matériels en fait de plantes pour pouvoir faire la production. Donc, c'est cette partie qu'on voit vraiment, c'est le scale-up. C'est presque comme si on crée, disons, un rouge à lèvres et ensuite on commence à distribuer. Et notre job est fait quand le rouge à lèvres est créé. Donc, voilà, un peu l'allergie. Rapidement, donc aujourd'hui, on parle avec beaucoup de producteurs pour le chanvre surtout, mais commence à avoir d'autres plantes pour créer en fait un peu un pipeline de développement de nouvelles technologies. On a aussi établi une collaboration avec l'université à Dublin pour créer notre propre librairie de traits, comme on dit, pour pouvoir créer plus de data à nourrir notre plateforme. Et tout ça avec une équipe fantastique aujourd'hui, surtout sur la partie plateforme de découverte génétique. Et à 2021, on aimerait bien élargir cette capacité vraiment dans les labos pour la partie biologie moléculaire. Notre vision, c'est vraiment demain de pouvoir créer une nouvelle plante comme comment on crée une voiture aujourd'hui avec le même niveau de précision, l'efficacité et l'élégance aussi. Voilà mon pitch. Merci tout le monde. Maintenant pour les questions. Merci beaucoup. Merci Ying. Très bien, bravo pour ton français. Ça s'est très bien passé. Super, merci. J'ai fait un exercice, c'est très bien. Ouais, c'est super. Je vais fermer ta présentation et du coup, je vais donner la parole à Raphaël, Isabelle, qui de vous deux souhaite poser la première question. Lourde tâche. Merci Ying. Isabelle, je commence si ça ne t'ennuie pas. La première question, je suis sûre qu'on aura des questions en commun de toute façon. La première question, Ying, merci pour donc, la présentation de ce projet. C'est de bien comprendre quels sont les marchés que tu adresses. Tu as évoqué l'alimentaire, tu as évoqué les cosmétiques, tu as évoqué plein de choses différentes. Oui. Comprendre un peu quelles sont les priorités. Oui, donc la priorité aujourd'hui, en premier, c'est vraiment le médicinal parce que en fait, ce sont des producteurs qui ont des cibles les plus précises pour optimiser la plante. Donc, par exemple, on a des producteurs qui cherchent les 2 molécules qui sont plus efficaces que aspirin, par exemple, pour anti-inflammatoire. Et nous, on pourrait les aider à faire des sélections des plantes pour commencer parce que c'est très difficile de savoir quelle est la plante qui est un candidat idéal pour ce cas. C'est pas quelque chose qu'on peut voir avec les yeux. Donc, dans ce cas-là, on pourrait vraiment ajouter de la valeur de manière immédiate. Sur un peu plus long terme, on va vraiment s'adresser aussi au secteur, par exemple, développement durable, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et c'est une plante vraiment excellente pour agir comme un alternatif pour beaucoup de plantes qu'on utilise aujourd'hui pour les raisons de développement durable. C'est vrai que sur le pain point que tu décris au départ sur le besoin de nourrir la planète, ça me fait penser à des sujets type agri-cool ou vertical farming, où finalement c'est seulement compatible avec certaines typologies de plantes et pas vraiment toutes. Et non seulement pas celles qui serviront à nourrir la planète. CF, finalement, la première plante que tu as décidé de paramétrer, finalement, puisqu'on parle quand même de modification de gènes, c'est pas une plante de nutrition. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup de ça parce que, en fait, le chanvre, les graines sont ultra bien pour le contenu
oméga 3 et de protéines. Par exemple, si on compare ça avec les chickpeas, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, les chickpeas sont très populaires comme une source de protéines alternatives parce qu'on utilise aussi dans les fake meat, par exemple. Mais si on compare à ça, le contenu de protéines du chanvre, c'est 1,5 fois plus comparé à chickpeas. Donc, je vais pas beaucoup parler de ça, mais en fait, nutrition, c'est aussi quelque chose qui est vraiment excellent avec la plante. C'est juste aujourd'hui pour optimiser cette cible, c'est un peu plus large que si on dit voilà. Pardon, j'imagine aussi que tu as des contraintes réglementaires par rapport à la qualification d'OGM aussi dans la nutrition. Oui, aussi. Pas spécialement, ça dépend vraiment des endroits parce qu'en fait, aujourd'hui aux États-Unis, par exemple au Japon, en Australie, en Europe, on a la Suède, la Suisse, en fait, qui regarde vraiment les nouvelles technologies comme la nôtre, pas comme OGM du tout parce qu'on n'insère rien comme exogène dans l'organisme. Le OGM classique, c'est vraiment quand on insère des gènes des autres organismes très donc, la plupart du temps, on va prendre des gènes, par exemple des bactéries, et puis on va ajouter dans une plante ou dans un animal. Mais c'est pas le cas du tout ce qu'on fait, et c'est vraiment pour nous et d'autres nouvelles technologies de breeding, c'est vraiment de regarder le génome en soi et trouver des cibles pour influencer. Donc, c'est le même résultat avec le croisement classique. Sauf si on le fait beaucoup plus rapidement. Donc, c'est juste ça. Mais en Europe, aujourd'hui, on est sur ce point-là, on est très en retard. On met tout dans le même basket, comme on dit, et on pense que ça va changer assez rapidement, mais on sait que toutes les grandes boîtes de graines, de seeds, ils travaillent déjà sur l'édition de gènes. Il n'y a pas de question. Raphaël, est-ce que tu aurais une autre question pour compléter ou est-ce que vous avez fait le tour? Je pense qu'on peut rester 1 heure sur chaque projet. C'est pour juste comprendre le timing. On a encore 3-4 minutes. Tu as encore un peu de temps si tu veux. On a encore 3-4 minutes. Moi, j'avais une question un peu évoquée par Isabelle sur le pain point. Donc, ce que je comprends, c'est que ce soit l'alimentaire ou le médicinal ou autre, le pain point, c'est le développement de ces plantes-là. Mais est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as quantifié ce problème? Combien de temps ça prend? Et du coup, quel est le ROI un peu de ta solution? Oui, et donc j'ai un peu montré sur les slides quand on compare avec les autres techniques qu'on a. Donc le croisement classique, on compte 10 à 12 ans aujourd'hui pour créer un phénotype, mais ça dépend. Des fois, ça peut être 20 ans ou plus long si c'est un très, très difficile à avoir. Et puis, on a par exemple le OGM classique qui compte aussi 8 ans à peu près en moyen. Et puis, on a la technique de l'édition de gènes CRISPR, Cas9, et tout ça, c'est 3 à 4 ans. Et nous, on pense qu'une fois que c'est développé, on regarde vraiment à 6 mois à 18 mois pour créer voilà, un nouveau trait. Donc, ça change vraiment drastiquement le temps, mais aussi sur le coût parce qu'on compte 1 à 1,5 million $ par an pour créer la variété de manière classique. Donc, si on raccourcit ça, on peut imaginer que c'est aussi beaucoup réduit le coût. Ok, super, merci beaucoup. Un peu de feedback. Est-ce que Isabelle, tu aurais un conseil à donner maintenant que Ying a répondu à vos questions? Qu'est-ce que tu retiendrais de ce pitch? Oui, bien sûr. Déjà, je trouve quand même, Ying, que ton pitch est très bien, même si tu parles en français et qu'on sent qu'en effet, c'est pas ta langue maternelle. Donc bravo déjà, tu as beaucoup d'assurance et c'est très clair dans ta tête. Donc merci pour ça. Je pense qu'en fait, à l'écoute de ton pitch, on a l'impression que tu as vraiment une super techno et que vous avez beaucoup développé cet aspect techno, R&D, que ça, tu es super, super calé. Mais c'est vrai qu'on se demande un peu exactement où tu en es sur... quel marché tu vas adresser, quel est le véritable besoin de ce marché et de tout focaliser là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au départ, tu nous parles de nutrition pour finalement nous parler d'une plante en disant je commence par ça, mais en fait, elle ne va pas me servir à la nutrition, elle va me servir au médical. Donc, du coup, ça pose un peu des questions de pourquoi est-ce qu'elle a commencé par ça alors qu'elle nous parle de nutrition. Est-ce que c'était plus difficile que ce qu'elle pensait? Est-ce qu'en fait, ça crée des questions qui peut-être n'arriveraient pas si tu présentais un peu différemment. Donc, je pense que tu as intérêt à bien focaliser ton pitch sur probablement là, un discours plus médical et
notamment parlant, comme le disait Raphaël, de bien qualifier le pain point sur le médical en particulier. Puisque là, vous avez beaucoup parlé du pain point côté médical, quoi. Ouais, super. Merci beaucoup. Tu peux rebondir peut-être sur… Peut-être j'allais laisser parler Raphaël, mais c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de gens qui faisaient des brochures sur la tech ou qui avaient un peu la tête dans la tech et que lever un peu le nez de la tech pour nous projeter dans des choses réalistes de marché, etc. C'est peut-être un petit peu aussi ce que tu viens de dire, mais ce qui nous manque parfois, et c'est un petit peu un défaut français d'être aussi un petit peu sur notre produit, non, Raphaël? Complètement d'accord avec vous, avec toi Isabelle. Déjà, Ying, bravo pour ce pitch qui était très bon. Enfin, je trouve que le deck est assez attractif. Après, je partage le conseil d'Isabelle, hein, vraiment prendre en fait ton auditoire par la main. Considère qu'on ne connaît pas le problème. Donc, il faut être hyper clair. À un moment, tu nous dis, vous connaissez sûrement CRISPR. Non, je connais pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'il y a un petit travail de pédagogie à faire par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Comme c'est très deep tech, je pense que c'est ça aussi le défi de communiquer sur les choses. Tu as fait un effort à la fin sur comment je vais adresser le marché, donc how we serve the market. Ouais. Moi, sur ce slide, je pense que ça vaut le coup de le retravailler un petit peu pour bien comprendre un peu quels sont tes différents produits, tes différents business models. Parce que moi, je t'avoue que c'est allé vite et à ce moment-là, j'ai pas compris ce que tu faisais. C'est sûr. Ouais, merci beaucoup pour le feedback. Merci, courage à toi. Merci beaucoup, Ying. Déborah, est-ce que tu veux conclure avec un petit mot pour Ying? Ouais, non, déjà, vraiment super pitch, félicitations. Ça fait du bien de voir aussi des femmes dans la deep tech. Ça, c'est plus la journaliste, l'ex-journaliste qui parle, mais je pense que tu vas te heurter à beaucoup de clichés que les gens ont sur les OGM. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'expliquer, de faire aussi une partie pédagogique sur la question des OGM, parce que c'est vrai que dans le grand public, on a très vite une vision négative de ça, alors que comme tu l'expliques, ce sont des techniques qui pourront potentiellement sauver beaucoup d'aspects. C'est vraiment ça, oui. Donc, je pense que tu as un gros travail de pédagogie à faire. N'hésite pas à créer du contenu, même en dehors de tes pitchs, tu vois, pour réexpliquer aux gens ce que sont les OGM, ce que c'est CRISPR et que finalement, il n'y a pas de danger sur la santé. Je pense que c'est un petit conseil, c'est vraiment axe là-dessus pour que aussi ton produit soit bien reçu. Et après, j'imagine que tu disais l'Europe est en retard, donc il y aura du lobbying à faire et des choses comme ça. Mais en tout cas, félicitations pour ce super travail. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah. Et donc, on va passer à la seconde startup et écouter pitcher, Nash. Mais c'est Perrine. Perrine, est-ce que tu es prête? Hop là. Si Perrine, on lui a coupé le micro aussi. Ah oui, je t'ai coupé, excuse-moi. Il y avait un bruit de fond, j'ai essayé de trouver d'où ça venait. Est-ce que tu peux nous partager ta presse, Perrine, s'il te plaît? Oui. Je peux faire des bruits de Père Noël pendant ce temps-là. Oh. Tu fais bien ça. Pas mal, hein? Normalement, c'est bon. Super. Vous m'entendez? Oui, on t'entend et on voit la presse. Eh bien, super. Alors, c'est parti. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce pitch. Je m'appelle Perrine et depuis 2018, je suis entrepreneur, CEO de Coloris, dont je viens vous parler aujourd'hui. Et je suis aussi la maman d'une petite fille, Jeanne. Jeanne a 5 ans. Et j'ai décidé de lui donner l'opportunité d'apprendre à coder tout de suite. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il y a 5 ans, j'avais une toute autre vie. J'étais experte digitale dans un grand groupe et je m'interrogeais sur la place grandissante du numérique dans nos métiers, mais aussi à la maison, tout simplement dans nos manières de travailler et de vivre. Alors forcément, quand je suis devenue maman, j'ai eu un cas de conscience et je me suis interrogée sur comment préparer ma fille et l'aider à grandir dans ce monde qui n'est pas vraiment adapté aux jeunes enfants. On nous dit à juste titre que les écrans sont à proscrire auprès des jeunes enfants, mais pourtant, on ne va pas se leurrer, il y en a partout à la maison. Alors, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un article écrit par une jeune femme formidable qui s'appelle Amélia Matar et qui évoquait l'importance d'aider les enfants à grandir intelligemment dans ce monde qui est de plus en plus technologique. Et la solution extraordinaire qu'elle proposait, c'était des activités adaptées pour les 3-8 ans à destination des enseignants et des parents, ludiques et sans écran. Alors, on s'est rencontrés, on a eu un coup de cœur professionnel et ça a donné ce qu'est Coloris aujourd'hui. Coloris, c'est une pédagogie qui est destinée aux enfants, donc de 3 à 8 ans, au travers d'activités d'initiation au numérique et à la technologie, sans jamais utiliser aucun écran. Alors, pourquoi si jeune? Parce qu'à 3 ans, les enfants ont des super pouvoirs. De 3 à 6 ans, l'enfant peut apprendre avec beaucoup d'agilité, il aime observer, manipuler
expérimenter le monde qui l'entoure et ce monde est rempli de technologies. Donc, on est face à une injonction paradoxale. Et les enfants ont soif de découvrir le monde qui les entoure, mais les écrans ne sont pas adaptés. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'écran pour comprendre la technologie. Penser le code et les ordinateurs, et avec un écran obligatoirement, c'est un énorme cliché. On peut prendre l'exemple de l'algorithme. Un algorithme, c'est un ensemble d'instructions qui, données dans un ordre spécifique, vont permettre de résoudre un problème. Voilà le problème. Vos dents sont sales, vous devez les brosser. C'est un algorithme, c'est un ensemble d'instructions qui permettent de résoudre un problème dans un ordre spécifique. Si vous oubliez de mettre du dentifrice sur votre brosse à dents, vos dents, elles resteront sales, il y aura un bug. En étant sérieux, les développeurs, ils ont l'habitude d'imaginer leur code sans utiliser leur ordinateur. Donc pour comprendre le fonctionnement, on n'a pas besoin d'écran. En revanche, les enfants dès 3 ans, ils ont des besoins qui leur sont propres et Maria Montessori a clairement identifié ces besoins dans ses recherches. Peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est une chercheuse très méticuleuse qui est souvent citée de nos jours par les neuroscientifiques à propos de son travail. Elle a élaboré des principes qui permettent aux enfants d'apprendre avec plaisir et dans la joie, comme l'autonomie encouragée, l'esthétique ou de l'activité valorisée ou la bienveillance. Chez Coloris, on applique ces principes au code et à la culture numérique et on propose donc aux enfants des activités qui vont uniquement capitaliser sur ce qui est primordial à cet âge-là, à savoir la manipulation, l'imagination, la logique et le repérage dans l'espace. Je vous emmène avec moi dans un atelier. Dans un atelier Coloris, on va tout d'abord lire un conte sur la technologie qui va se dérouler en 5 chapitres. Chaque chapitre va traiter d'un grand sujet de l'informatique. Et après avoir lu un chapitre, on va proposer aux enfants des activités qui sont liées à ce chapitre. Suite au chapitre des algorithmes, l'enfant va pouvoir lui-même programmer un petit robot en bois, par exemple. Suite au chapitre du système binaire, on va apprendre à l'enfant comment fonctionnent les écrans et donc le langage binaire des ordinateurs grâce à des gommettes ou à des mosaïques sur des grillages avec des 0 et des 1. Dans le chapitre 3, on va leur apprendre ce qu'est la logique booléenne, un autre langage de l'ordinateur, et on va aussi leur permettre, dans le chapitre 4, d'apprendre de nouveaux mots, de découvrir aussi de nouveaux robots, par exemple, et d'avoir toute une conversation philosophique autour de l'existence de ces robots, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que l'enfant en pense. La philosophie est très importante au sein des ateliers et des activités Coloris parce que c'est ce qui va permettre aux enfants petit à petit d'acquérir le recul nécessaire par rapport à cette technologie et d'en devenir acteurs et non seulement utilisateurs à l'âge adulte. Et on médite aussi depuis peu avec Petit Bambou dans les ateliers Coloris parce qu'on le sait, les écrans sont un frein à la concentration des enfants et leur permettre de méditer en début d'atelier leur donne un outil dont ils pourront se servir toute leur vie. Alors, notre savoir-faire, nous, je vous l'ai dit, c'est notre méthode. Et cette méthode, on la met à disposition des éducateurs en les formant à notre pédagogie et en leur donnant une malle qui leur permet de faire les activités en classe. Et nous proposons aussi aux communes de former leur personnel ou d'animer en direct, grâce à notre équipe d'animateurs, des ateliers auprès des enfants après l'école ou le mercredi. On n'a pas de lieu coloré en propre. C'est un choix que nous avons fait parce qu'il nous semble essentiel d'aller là où les enfants sont, dans les écoles, sur les temps scolaires et périscolaires, parce qu'en nous rendant dans les écoles, ça permet à tous les enfants de grandir avec les mêmes chances pour l'avenir et ça nous permet de nous adresser aux garçons, aux filles, quel que soit le milieu social d'origine. Ce qui nous donne l'espoir, nous, de pouvoir combler un jour le manque de profils féminins issus de milieux défavorisés dans les secteurs du numérique qui préemptent de plus en plus les métiers d'aujourd'hui. Donc ça, c'est concrètement notre marque. Nous, notre client, c'est les communes et les centres de loisirs, mais on s'adresse aussi directement aux professeurs, sachant que notre cible finale, c'est bien sûr l'enfant. Ça, c'est notre équipe. On est une dizaine, dont 7 animateurs. Et c'est aussi 300 adultes formés, 2000 enfants en atelier et 50 activités d'initiation au numérique sans écran. On a eu de nombreuses parutions dans la presse, comme So Good, 01.net, Chute, Cosette. Et on a aujourd'hui 17 communes partenaires, dont 100% des contrats annuels ont été re-signés depuis 2 ans. On est soutenu par des entrepreneurs reconnus, comme Francis Napès de BlaBlaCar, Quentin Sagnier de Vialet, Jubin de My Little Paris. Et je suis avec vous aujourd'hui pour une raison bien précise. C'est parce que Nash m'a sollicité et que je crois... Je vous montre sur la taille de nos clients, vous voyez que ce sont des clients à 99% de la région parisienne. Alors, on a décidé il y a un mois de lancer une grande campagne de prospection nationale. Et consciente du fait que la mise en place des ateliers en région et la formation d'animateurs loin de Paris serait une source de charge très importante, on a quand même voulu tester le marché et on a envoyé une prospection à 3500 élus des villes, des élus à l'éducation des villes de plus de 10 000 habitants. Et voilà ce qui s'est passé.
Alors ça, c'est nos soutiens. Voilà. Donc, on a envoyé 3500 mails et on a eu un taux d'ouverture de nos emails de 86%, un taux de clic de 21% et on a eu 5% de gens qui nous ont réécrit directement pour prendre rendez-vous. C'est sans compter ceux qui ont pris rendez-vous, qui équivaut à peu près à un tiers de ce nombre de personnes-là. Donc, c'est une campagne qui fonctionne très, 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 très bien. On a même été identifié par la plateforme par laquelle on passe comme une des 10% des campagnes les plus performantes de toute la plateforme. Et ça nous offre de très belles perspectives, mais ça soulève aussi un problème dans le process. Comment est-ce qu'on va réussir à proposer Coloris dans toute la France alors qu'on est à Paris, sans monter un système de franchise ou développer un bataillon d'animateurs? Donc, on a revu le cœur de notre pédagogie. On a développé une malle qu'on veut mettre à disposition des animateurs de toute la France, de tous nos clients. Et on a aussi fait le point sur les dernières années, et notamment les 6 mois de Covid, et on a tiré les conséquences des formations à distance qu'on a dû déployer pendant le confinement. Et est née de là l'idée de créer une plateforme e-learning 100% asynchrone, au rythme de l'apprenant, sous forme d'abonnement. Ce serait peu pour nous, c'est un modèle qui est complètement scalable et prenant parce que ça leur permet d'apprendre vraiment à leur rythme que souhaitent. Et c'est là que Nash m'a appelé. Donc, j'ai répondu à l'appel parce qu'encore une fois, je crois au destin et je pense qu'on a devant nous une très, très belle opportunité pour laquelle on aurait besoin de soutien pour la développer. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Perrine. Super question. Le destin de Noël. En fait, c'est le Père Noël, c'est ça? Si j'avais des sous à donner, je serais pas mal, mais là, en l'occurrence, c'est pas moi. Non, mais tu peux donner autre chose. Raphaël, Isabelle, qui veut commencer? Qui pose la première question? Isabelle, c'est parti. Isabelle, si tu peux recommencer, pardon. Non, j'ai dit qu'on allait alterner, donc j'allais commencer pour cette fois-ci. Perrine, merci beaucoup pour le pitch. Sujet passionnant, bien sûr, l'éducation. En plus, moi, je suis vraiment convaincue que par le fait qu'il n'y a pas besoin d'écran pour comprendre la technologie. Donc tu m'as convaincue dès le début. J'ai une question sur ton go-to-market via les communes. C'est quoi la marge de manœuvre d'une commune sur le contenu éducatif versus ce qui revient du pouvoir de l'éducation nationale? Alors en fait, c'est juste que c'est pas sur les mêmes plages horaires. L'école ne gère pas la même chose que les mairies. L'école gère le temps scolaire et la mairie gère le temps périscolaire. Donc la mairie va gérer ce qu'on appelle l'heure méridienne entre midi et 2, les heures après l'école de 15h30 ou de 4h30 jusqu'à 18h30 et le temps du mercredi. Et ce que je sous-tends derrière peut-être ta question, c'est que effectivement nous on privilégie les mairies parce que c'est le moyen clairement le plus simple et le plus évident pour nous de rentrer dans l'école, et que c'est beaucoup plus compliqué de rentrer au sein des classes parce que sur le temps scolaire il y a un programme, il y a des enseignants qui n'ont pas nécessairement le temps de se former, enfin d'avoir des grandes plages horaires de formation en dehors du temps scolaire, ce qui nous nourrit aussi notre moulin pour le e-learning. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, le passer par les mairies, c'est ce qui nous garantit de rentrer à l'école sur le temps périscolaire. Et du coup, c'est ce qu'on fait sur les 3 horaires que j'ai cités, le midi, le soir et le mercredi. Ok. Et du coup, tu citais Montessori. Elle a fini par rentrer dans les classes aussi en créant elle-même des écoles privées dans lesquelles, du coup, sa méthode est appliquée. C'est ça la vision Coloris? Alors non, nous, alors on fait des ateliers coloris dans des écoles Montessori. On travaille avec 2 écoles Montessori depuis 2 ans. Mais notre volonté, c'est pas, on se revendique pas comme une pédagogie Montessori en soi. On a vraiment fait le choix d'aller chercher dans les recherches de Maria Montessori ce qui nous semblait nous le plus pertinent par rapport à ce qu'on fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, on a vraiment une volonté, je pense que c'est ce qui nous tient le plus à cœur, d'aller là où l'enfant est. Donc, d'aller dans l'école publique, parce que, à vrai dire, on a eu un lieu à une époque, mais qu'on a fermé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait que des petits garçons issus de milieux favorisés, accompagnés par leur papa. Et on a cette vraie volonté d'aller s'adresser à tous les enfants, que ce soit des filles ou des garçons, et quel que soit le milieu social. Donc, typiquement, on travaille en région Rhône-Alpes avec la communauté de communes de Vichy, et on va aussi faire des ateliers en zone rurale, dans des petits de la même manière qu'on va travailler avec toutes les à Paris, que ce soit des villes aisées ou beaucoup moins aisées. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'adresser à tout le monde. Raphaël.
Merci beaucoup, Perrine. Hyper intéressant également. Je n'avais pas connaissance de méthodes comme celle-là pour apprendre la technologie et je pense que c'est l'avenir parce que, au même titre que les maths ou que l'histoire, c'est des compétences qu'il faut développer dès le plus jeune âge. Moi, je veux bien qu'on revienne sur la manière dont vous générez du revenu, parce que tu l'as évoqué, mais rapidement et j'ai pas bien compris. Alors, donc nous, on est une méthode, donc on développe des activités et ces activités, on les vend sous deux formes. On a des animateurs coloris qui font des ateliers où ils proposent du coup les activités sur des ateliers qui durent 1 heure et on le fait de manière hebdomadaire, soit pendant les vacances scolaires, soit sur un trimestre, soit carrément à l'année. Et donc, on vend des ateliers aux communes sur ce format-là. Ou alors, on vend des formations auprès des professionnels de l'éducation. Donc, soit ce sont des enseignants, soit ce sont des animateurs de centres de loisirs. On a même des parents qui viennent se former chez nous parce que l'idée les intéresse. Donc, voilà, on a d'un côté la formation, de l'autre côté les ateliers, et on a une pièce en plus que sont les publications qu'on fait. On a sorti un coffret d'activités aux éditions Erol et un cahier d'activités aussi chez Larousse. Et puis, quand on forme les professionnels de l'éducation, on leur vend aussi ce qu'on appelle une malle pédagogique, donc avec tout leur matériel qui leur permet d'animer eux-mêmes leurs ateliers. Ok, assez clair sur ça. Ce serait intéressant, je pense, de bien montrer ces différentes sources de revenus qui répondent à des logiques différentes, à une scalabilité différente. Mais je pense que c'est pas mal. J'imagine qu'il y a encore, enfin, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire, là, développer des nouvelles offres, de la formation à distance, adresser, potentiellement, bien différencier les sources de B2B, enfin, il y a du B2G, donc to communes et B2B. Est-ce qu'il y a du B2B je suis pas si, les professionnels de l'éducation peut-être, et du B2C en fait, directement auprès des parents? Ouais, alors du coup, on s'adresse peu aux parents. On s'adresse aux parents à travers les activités qu'on va vendre dans le coffret ou dans les cahiers d'activités. Mais c'est vrai que nos deux cibles principales, enfin nos deux prospects principaux, ça va être les communes et les personnes qui se forment chez nous d'elles-mêmes, qui sont des enseignants, des parents parfois effectivement, et des professionnels de l'éducation. S'ils viennent, c'est qu'il y a peut-être un marché à ce niveau-là. Alors après, je peux entendre que c'est typiquement des milieux déjà favorisés, c'est déjà sensibilisé à ces sujets-là et qui du coup pas dans votre priorité. Oui, je pense qu'on y viendra, mais disons qu'on avait commencé par ça et qu'on a fait le choix de retourner le truc et de commencer par ceux qui nous tiennent le plus à cœur, donc pour le coup les écoles et les professionnels de l'éducation, mais on reviendra à mon avis à un moment donné aux parents. Ok, merci. Merci Raphaël. Isabelle, une autre question. Hop, ça veut bien se remettre. Moi, c'est une question feedback, du coup, finalement. Je pense que c'est pas mal d'intégrer dans ton deck et dans ton pitch la notion de taille de marché. Surtout quand, du coup, tu as différentes cibles et typologies de clients que tu peux adresser. C'est intéressant pour quelqu'un qui t'écoute de comprendre avec le panier moyen que tu envisages, qu'est-ce que ça fait, en fait, comme taille de marché. Et sur les différents canaux, comme l'évoquait Raphaël, de comprendre aussi le niveau de scalabilité que tu peux avoir et comment est-ce que tu les séquences dans le temps. Parce que finalement, ça manque peut-être d'une espèce de frise à plusieurs étages où tu dis ma première étape, c'est le sujet parascolaire, périscolaire, parce que c'est le plus scalable et le plus accessible pour moi et voilà comment je le fais. Mais le deuxième étage, c'est d'aller chercher par exemple l'accès dans les classes et voilà comment je le fais. Et le troisième étage, ma vision long terme, c'est ça. Et je pense que l'expliquer comme ça, ça te donnerait le potentiel d'expliquer tes différents business models, d'expliquer tes différents niveaux de scalabilité et d'expliquer aussi les typologies de taille de marché que tu peux aller chercher à chaque fois. D'accord. Merci. Méga feedback, ça, c'est super. C'est super. Très ça vaut de l'or, pardon. J'en perds ma voix. Merci Isabelle pour ce feedback. Est-ce que Déborah, tu veux conclure?
Oui, non, absolument ravie. Moi, j'avais entendu parler de coloris par des jeunes mamans qui étaient absolument enthousiasmées. Et c'est vrai que, en fait, la mission qu'on sert chez Sista, vous la servez aussi au tout début. Je dis souvent que le problème de manque de femmes dans la tech, c'est un problème qui est multicausal et qui doit être adressé très, très jeune. Donc, absolument ravie de savoir que vous êtes sur le terrain et avec une approche que je trouve extrêmement intéressante, à savoir d'aller là où sont les enfants. Effectivement, on a ce problème-là. Aujourd'hui, la technologie, si on ne va pas chercher les gens, elle attire principalement les privilégiés. Or, elle est une solution pour tous. Donc, voilà, complètement ravie de vous savoir finalement dans le même bateau que nous. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup, Perrine, pour ce pitch. J'espère que tu auras eu plein de feedback intéressants pour pouvoir l'améliorer, progresser et lever rapidement. Voilà, l'argent dont tu as besoin pour que tous nos enfants soient formés effectivement à la méthode coloris. Alors, moi, j'ai hâte que ça arrive pour nos 4. Donc, si on peut les découvrir sur les écrans, je suis preneuse. Bon, moi, j'aime bien plomber l'ambiance. Attention, jeu de mots pourris. J'aime bien plomber l'ambiance, donc heureusement qu'il y a Plume. Hein, avec Aude qui arrive derrière. Bonsoir, désolé, je cherchais un truc hyper drôle. Les bruitages. Ah, et si tu lui mets pas son micro, ça va être compliqué. Hop, voilà, tu as le micro. Merci pour le chapeau de Noël. Aude, super. Voilà, ce soir. Ouais, merci Nage pour le jeu de mots. Personne ne fait jamais cette blague. Donc, j'imagine, ouais. Copyright sur la blague, bravo. Il y a la créativité déjà qui commence. C'est parfait. Eh bien, c'est à toi, du coup. C'est à toi. Est-ce que tu peux partager ta présentation? Ah oui, pardon, d'abord. Oui. Du coup, je sais. Du coup, voilà, je pense que vous voyez mon écran, du coup. Pas encore. Pas encore. Attention, je vais être à court de blagues. Écoute, attends. Tu as cliqué sur Share Screen. C'est bon. Voilà, ça y est. Le voilà. On a frôlé la crise cardiaque de mon côté. J'ai eu 57 bugs depuis 18 heures, donc là, ça va. Tout va bien. À toi. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aude. Je suis la fondatrice et la CEO de Plume. Et l'histoire de Plume, c'est l'histoire d'un professeur de français, c'est-à-dire moi, qui, après 12 ans d'enseignement dans une zone sensible à Poissy, dans les Yvelines, a décidé de créer un outil pour donner le pouvoir d'écrire à tous les enfants, pour rendre l'écriture véritablement magique pour tous les enfants, parce qu'aujourd'hui, 40% des enfants ont un niveau d'écriture qui est jugé trop faible. Donc ça, ce sont les statistiques officielles, ministérielles. Et si on regarde au niveau européen, nos petits enfants français, ils lisent moins bien que la moyenne des autres enfants européens. C'est l'étude Pearce qui, chaque année, l'explique à plusieurs reprises. Forte de ce constat que je faisais chaque année dans ma classe avec mes 6e, j'ai décidé de monter en fait un outil avec des collègues, avec des orthophonistes pour donner le plaisir d'écrire à tous les enfants, pour leur permettre de découvrir à quel point écrire est quelque chose de joyeux, d'épanouissant, mais aussi de tellement nécessaire pour leur vie, puisqu'aujourd'hui, on a environ 25 000 enfants qui sortent du système scolaire sans aucune compétence, parce que le niveau en expression écrite est prédictif, en fait, d'une mauvaise réussite scolaire. Donc, le sujet de l'expression écrite est un sujet qui est totalement fondamental à traiter et il faut absolument trouver des outils pour endiguer ce problème. Alors, qu'a-t-on fait? Eh bien, on a créé Plume. Plume, qui est un site, qui est une application qui permet à l'enfant de choisir un univers d'écriture, un univers qui est évidemment adapté à sa tranche d'âge, à ses compétences, à ce qu'il est capable de faire. Vous allez pouvoir écrire à la main, vous allez pouvoir écrire sur une tablette, en fonction bien évidemment des appétences et des besoins de l'enfant. L'enfant va choisir une histoire et pour accéder à la suite, il va lui-même écrire. Plus il écrit, plus il est incité à le faire avec un système de gamification. On travaille beaucoup sur le renforcement positif, avec un système évidemment de badge, etc. Et pour que la planification soit quelque chose de productif pour l'enfant, eh bien, à la fin de l'expérience, l'enfant va recevoir son propre livre. Donc, en fait, il devient réellement
l'auteur d'un chef-d'œuvre, d'une œuvre d'art, et il comprend combien tous ces efforts de planification d'écriture n'ont pas été vains, mais se sont concrétisés en quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire un livre. Les caractéristiques produits, c'est bien évidemment un univers extrêmement adapté. On a de la littérature jeunesse, on a de la littérature classique, puisqu'on a un partenariat avec la BNF. On a vraiment une interface qui est totalement sur mesure, hein, avec la possibilité de changer la police. On a la police pour les enfants dyslexiques, on a la possibilité d'écouter les textes, on a pour ce faire des API de Microsoft, puisqu'on a un partenariat avec eux. Mais notre sujet, c'est vraiment de permettre l'inclusion de tous les élèves avec cet outil, avec cette plateforme. Donc aujourd'hui, notre business model, quel est-il? On a un business model qui s'adresse à la fois au B2C, mais également au B2B. Alors, si on prend l'exemple du B2C, on a un système d'abonnement. Donc ça, c'est vrai, ça va être vraiment pour des familles par mois. Vous allez avoir un petit Netflix de l'écriture. Votre enfant va pouvoir écrire autant d'histoires qu'il le souhaite. On a la possibilité d'éditer les livres. Vous avez la possibilité également d'offrir des cartes cadeaux. Et là, en cette période de Noël, on a une offre retail qui fonctionne très, très bien. Vous voyez le logo de la FNAC. On propose également des coffrets d'écrivains. Donc ça, c'est vraiment notre offre B2C. En ce qui concerne l'offre B2B, bien évidemment, et c'est la mission vraiment de Plume, on s'adresse aux enseignants. Pour permettre à tous les enfants de pouvoir utiliser Plume, on a une offre gratuite pour les professeurs. C'est vraiment hyper important pour nous. On a également une offre payante pour ceux qui veulent des fonctionnalités hyper avancées. Et aujourd'hui, on adresse 10 000 enseignants en France. Donc, vous voyez qu'on est fortement positionné sur le marché de l'éducation nationale. On a également un deuxième segment B2B qui concerne les grands comptes. Par exemple, les réseaux éducatifs. Aujourd'hui, Academia utilise Plume pour ses cours en ligne parce que c'est un outil technologique de pointe. Et on a également des grands comptes qui nous demandent en fait des coffrets d'écrivains Plume pour, par exemple, faire de la fidélisation. Donc, ça va être, par exemple, de la fidélisation client ou de la fidélisation pour les collaborateurs. Nos KPI. Alors, pour l'année 2020, on a évidemment une très, très forte croissance. Vous vous doutez qu'avec le confinement, on a eu une extrême croissance. Des KPI toutes simples, par exemple, sur le mois de décembre, on a 60 000 euros de chiffre d'affaires. On a déjà sécurisé quasiment un quart de notre CA pour 2021 avec l'objectif de faire 1 million. Et donc, c'est bien sûr la raison pour laquelle je commence à pitcher, prendre des feedbacks. C'est qu'on cherche à faire une levée de fonds pour consolider cette croissance. On a un partenariat avec le CNRS puisqu'on travaille très fortement le machine learning pour permettre d'avoir une API qui va conseiller exactement ce dont l'enfant a besoin pour construire des parcours d'apprentissage totalement personnalisés. On va développer bien évidemment de nouvelles fonctionnalités d'écriture, telles que l'écriture libre, qui est vraiment très, très demandée par nos utilisateurs, mais aussi l'expansion à l'international, puisque rien que cette année, on a ouvert 800 écoles en Afrique, qui est un marché qui est extrêmement porteur, et on sait combien le numérique va aider de tels marchés. Évidemment, cette aventure est possible parce que je suis entourée d'une incroyable équipe. Donc, j'ai fondé Plume en 2018 avec Thomas et Benjamin. Benjamin qui est dans l'advisory board puisqu'aujourd'hui, c'est un associé non opérationnel. Thomas est notre directeur produit. C'est lui qui a codé toute l'application avant de recruter un CTO. On a également Juliette qui est notre responsable pédagogique. Juliette qui est une ancienne collègue à moi et bien évidemment, Benjamin, qui est notre directeur artistique, qui crée l'univers merveilleux de Plume que nous aimons tant. Dans notre advisory board, vous trouverez également Marc Ménazé, puisqu'il est au capital de Plume, et un directeur de recherche du CNRS, qui est Thierry Olive, qui dirige vraiment toute l'évolution du produit pour sa qualité et vraiment pour que ce soit le plus rigoureux possible. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce pitch timing tenu. Il te restait même un petit peu de temps, bravo. Formidable. Bon, nous, on n'est pas objectif parce que je crois que je t'en ai pris 3 des petites. Ouais, c'est vrai. Les enfants regardent. Donc, on va céder la parole très, très vite. Voilà, rapidement, change de sujet. Raphaël, est-ce que tu veux prendre la parole en premier? Merci Aude, c'était super. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais entendu ton pitch. C'était vraiment chouette.
Ma première question, c'est par rapport à la sensibilisation des parents. Parce que finalement, il y a un enjeu d'inclusion, mais avant tout, ça passe par les parents. C'est eux, tes utilisateurs et tes clients. Donc, comment est-ce que tu les acquiers? Aujourd'hui, tu veux dire quelles sont les stratégies d'acquisition globalement? Oui. Ok. Alors, nos stratégies d'acquisition, elles se portent sur deux points. La première, c'est qu'on propose une offre one-shot, donc une offre retail, une offre de carte cadeau, qui est très, très forte. Tu vois, par exemple, les 4 dernières semaines, on a vendu 3000 coffrets, dont 3 Nash. Donc, en fait, l'offre one-shot permet vraiment aux parents de découvrir la plateforme, l'outil, l'expérience globale, puisque quand tu as un coffret plume, tu peux éditer le livre. Et en fait, ça fait rire un petit peu mon directeur produit parce qu'il dit Aude, elle fait la seule stratégie d'acquisition où les clients payent eux-mêmes leur acquisition. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec des offres one-shot, on propose vraiment des choses où l'expérience est super sympa. Et derrière, notre travail, nous, c'est de faire de l'activation sur de l'abonnement et sur des choses qui sont beaucoup plus longues. Donc ça, c'est le premier point, la première stratégie. La deuxième stratégie d'activation, elle passe essentiellement par les enseignants parce que les enseignants, évidemment, sont très nombreux chez Plume. Ils utilisent énormément Plume. Pour une ordre d'idée, on a plus de 300 000 chapitres écrits chez Plume. Et si tu veux, les enseignants, bien sûr, ils recommandent l'outil aux parents. Et ce n'est pas les mêmes fonctionnalités quand tu es sur un produit pour les enseignants que pour un produit pour les parents, bien évidemment, puisque les enseignants, ils corrigent par eux-mêmes. Ils vont faire des allusions à leurs cours. Ils vont proposer des astuces d'écriture en relation avec le projet global d'écriture en classe. Et donc, si tu veux, cette caution des enseignants qui plébiscitent vraiment l'outil, c'est quelque chose qui est très fort pour notre acquisition B2C. Merci beaucoup, Isabelle. Et aujourd'hui, côté enfant, du coup, est-ce que ça plaît et est-ce que ça marche? Est-ce que tu as un peu des notions de cohorte d'usage? Ouais, ça plaît. Ouais, complètement. En fait, à la fin de chaque histoire, on a un système où les enfants évaluent leur histoire et leur expérience. Et tu vois, aujourd'hui, on a plus de 4,5 sur 5 sur l'expérience des enfants. On a également un programme d'ambassadeurs d'enfants qui vont nous guider sur l'expérience produit, faire leur retour, etc. Donc ça fonctionne hyper bien. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est renforcement positif. Donc, moi, je suis une enseignante, mais j'ai aussi une formation Montessori, enseigner la langue. C'est super important pour moi de mettre en exergue ce qui est positif, ce qui est peu fait finalement dans l'éducation. C'est-à-dire que quand tu regardes la somme des choses qui ne vont pas, évidemment, ce n'est pas très encourageant pour un enfant, surtout s'il a entre 8 et 12 ans. Donc, notre idée, c'est vraiment de travailler sur du renforcement positif et que l'enfant soit toujours dans une situation de réussite. De cette façon, l'enfant va se retrouver dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Et donc, il va avoir quelque chose qui est un petit peu difficile, mais suffisamment difficile pour être challengeant et motivant, etc., mais pas trop difficile pour pas que ce soit décourageant. Donc, l'expérience, du coup, pour les enfants, elle est hyper sympa. Ils peuvent consulter à tout moment des phrases d'amorce, par exemple. Ils peuvent demander des conseils à l'oiseau. Tu vois, s'ils sont consultés, ils vont consulter un résumé, ils vont écouter le texte, etc. Donc, on travaille vraiment une expérience hyper immersive. Tu peux écouter ton chapitre, voilà. Donc, oui, effectivement, ça plaît beaucoup aux enfants. Et du coup, c'est quoi le taux d'utilisation moyen par mois, le taux de repeat? Est-ce que tu as un peu de récurrent déjà, des gens qui switchent sur un abonnement récurrent, ou est-ce que c'est vraiment surtout pour l'instant du ad hoc? Non, en fait, nous, aujourd'hui, on a des abonnés qui sont là depuis très, très longtemps. On a même des abonnés qui sont là depuis le début de Plume. Il y en a, on voit 19 renouvellements, tu vois. Cela, c'est une victoire, tu vois. On est super contents. On sait que, si tu veux, mes 100 premiers abonnés, je les connais presque tous par leur prénom, tu vois. Je vois leur renouvellement et je me dis, elle est encore là, Isabelle, c'est trop cool. Donc, si. En fait, il faut savoir que la lifetime value d'un abonné, chez nous, c'est en moyenne 9 mois. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est très conséquent. C'est des gens qui restent extrêmement longtemps. Souvent, quand ils se désabonnent,
c'est parce qu'en fait, il y a eu, la plupart du temps, si tu veux, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le temps. Et donc, ils nous disent, mais c'est pas grave, mais moi, je vais revenir sur un produit ponctuel. Donc, par exemple, on a des utilisateurs qui ont été abonnés pendant longtemps. Ensuite, ça s'y est pas prêté, ils n'ont pas eu le temps, etc. Ils reprennent un produit ponctuel, un cahier de vacances, un coffret d'écrivain, etc. Et ensuite, ils se réabonnent. Tu vois. Donc, ce qui est super sympa, c'est que tu as vraiment cet ajustement au niveau du client et en fait de ton accompagnement de l'enfant qui est diverse. Ok. Et sur le, pardon. Vas-y, Isabelle. Est-ce que ça marche? Tu as déjà des preuves d'amélioration d'éléments cognitifs que tu es capable de mesurer? Oui, complètement. Par exemple, tu vois, on a mené toute une batterie de tests avec donc le CNRS. On sait que scientifiquement, c'est incontestable, à partir de 3 chapitres sur Plume, un enfant écrit plus. Tu vois, donc ça, c'est un fait. On a des batteries, donc comme je disais, tu vois, on a plus de 300 000 chapitres écrits, donc on a des batteries. D'ailleurs, ça n'existe pas, tu vois, c'est totalement unique en son genre d'avoir autant d'écrits d'enfants, tu vois, collectés selon les mêmes critères, avec les mêmes consignes, etc. Et donc, on sait que quantitativement, un enfant écrit plus à partir de 3 chapitres. On sait qu'à partir de 3 histoires, il a progressé dans son style. On a des indicateurs qui sont totalement neutres. Par exemple, le TF-IDF, qui est un indicateur qu'on utilise avec le CNRS, qui permet de quantifier en fait l'évolution de la complexité de l'écrit d'un enfant. Donc, c'est quelque chose d'hyper scientifique, tu vois. Et on observe l'augmentation, tu vois, de la complexité de l'écrit de l'enfant. Ça veut dire que significativement, en fait, un enfant qui écrit avec plume, il grandit dans sa complexité de l'usage de la langue à l'écrit. Ce qui est incroyable et ce qui est absolument déterminant pour lui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez du feedback à donner après toutes ces questions, Raphaël ou Isabelle? Je sens bien Raphaël. Raphaël, c'est parti. Merci. Un conseil, un feedback, ouais. En fait, je vais rebondir sur les excellentes questions d'Isabelle et donc je vais peut-être te piquer ton feedback, Isabelle. J'espère que tu me le permets. Et je pense que, en fait, c'est vraiment excellent sur toute la présentation de la proposition de valeur et de l'objectif et de la vision. Et ça manque un peu d'un côté très data. Je veux dire, c'est une plateforme numérique et donc vous devez être en mesure de montrer ces datas d'usage, de taux de transformation, du one-shot à l'abonnement, de la récurrence d'usage, que ce soit par jour, par semaine ou par mois. Vous avez des super indicateurs avec le CNRS, il faut les mettre davantage en avant. Enfin, c'est vraiment ça, dans une démarche de levée de fonds, c'est ça qui va convaincre et c'est ça dont vous avez besoin, vous aussi, pour devenir scalable. Quand on parle d'acquisition, surtout sur du B2C ou presque B2C, hein, c'est des profs, donc c'est des volumes tellement importants qu'il faut être drivé par l'analytique en permanence. Okay. Et ça, je pense que ça vaut le coup de le faire apparaître. Et il y a un autre petit truc, on n'en a pas parlé et tu l'as peut-être travaillé, mais dans une démarche d'internationalisation, tu vas forcément avoir des questions sur la concurrence à l'international et comment tu déploies du coup dans un marché où tu as déjà des acteurs en place. Et donc, ça vaudra le coup de travailler aussi cette partie-là, voire de la présenter en pitch. Merci Raphaël. Est-ce que Isabelle, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était exactement mon point, donc bravo. Et en revanche, j'ai peut-être quelque chose à ajouter pour les 3 pitchs qu'on a vus. Je trouve que ce qui me manquait dans les 3, peut-être, c'était le plan, finalement. Vous êtes toutes les 3 en train de lever des fonds, en train d'initier vos processus de levée de fonds. Je pense que c'est important que vous nous embarquiez dans à quoi va servir mon argent, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Vers quoi ça va te projeter? C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les key milestones? Et dans 18 mois, 2 ans, 3 ans, t'en seras où avec ça? Et ça, c'est super important quand même. Alors, peut-être que vous l'aviez dans le deck à un autre moment et que vous n'aviez juste pas eu le temps de le présenter dans le cours interface. Mais en tout cas, c'est important qu'il soit dans votre deck, ce plan. Et je rebondis aussi sur la question de Raphaël, sur la concurrence. Je pense que toutes les 3, il manque peut-être aussi cette partie-là. En quoi vous êtes meilleurs que les autres? Et pourquoi les autres n'y arrivent pas aussi bien que vous? Ouais. Et quelle est la défensibilité de votre solution par rapport à ce qui se fait ailleurs? Ça, je pense que c'est très important aussi. Merci Isabelle. Et pour conclure, Déborah, je te laisse le mot de la fin pour Plume.
Alors, Plume m'a vraiment ramené dans mon enfance, que je me souviens que je me suis souvenu que je pliais des feuilles de papier et je les attachais avec une ficelle pour faire des livres que j'écrivais et dont je dessinais la couverture. Donc, non, vraiment bravo pour cette super belle proposition de valeur. On sait à quel point l'expression écrite, l'aisance en expression écrite est importante aujourd'hui. Enfin, elle a toujours été certainement, mais donc non, je trouve que c'est une très belle boîte et que ta présentation était très claire. Pour rebondir sur ce que disait Isabelle, effectivement, projetez-nous dans l'avenir avec vous, toutes les trois, et puis surtout, soyez ambitieuses. On sait que parfois, les decks des femmes entrepreneurs ont tendance à pas être assez ambitieux ou mégalo, je sais pas, par rapport au deck des mecs. Donc, allez-y, vendez, restez évidemment honnête, mais vendez le plus de rêves que vous pouvez. Et j'espère de tout cœur que vous arriverez toutes les trois à boucler vos tours de table. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Et bien, on arrive à la fin de cette 6e pitch battle avec un peu un pincement de cœur, en fait, parce qu'on avait quand même bossé. Enfin, on n'est pas Jean-Pierre Pernaut non plus, ça va. Non, ça va, on revient. Tout va bien, tout va bien, on va Vous revenir. allez manquer au public. Oui, Voilà, des millions de... Vous allez manquer aux Français. Mais c'est une super pitch battle spéciale Noël, spéciale Sista. Moi, j'ai envie d'acheter un livre que j'auto-écrirais sur du chanvre qui raconterait l'histoire d'un petit enfant qui code sans écran. Donc, voilà, j'essaie de faire un Je ne sais pas si chanvre et enfant dans la même histoire, ça va fonctionner. C'est moderne. C'est moderne. Voilà. Merci à tous, à toutes. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On était très fiers de faire cette pitch battle avec vous. On va la rediffuser en live, donc n'hésitez pas à la transférer, à la faire passer. Il y a de beaux messages qui sont passés ce soir, donc il faut réaliser tout ça. Et je vous souhaite à toutes de très belles fêtes et rendez-vous en janvier. Oui, et un spécial merci à tous les VC qui nous ont donné de leur temps depuis le 18 novembre, chaque semaine. On sait que c'est des horaires un peu ennuyeux. C'est des horaires de couvre-feu. En chosant. Et donc, c'est très gentil de nous offrir un peu de votre temps pour donner autant de feedback et de conseils à des CEO qui en ont bien besoin et qui sont contents de récupérer tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse avec nos elfes du début, parce qu'on les aime bien. Merci à Très tous. bonne soirée. Merci pour l'invitation. À l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.